Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, soyez les bienvenus. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir au Parlement européen. Cette maison est celle de la démocratie européenne, elle est donc la vôtre. Vous y êtes chez vous. Je suis particulièrement touché que les autorités de l'Université libre de Bruxelles m'aient sollicité pour vous accueillir aujourd'hui. Alors que mes convictions religieuses et l'attachement qui me lie à mon alma mater, l'Université catholique de Louvain, sont connus. C'est pourtant sans hésitation que j'ai saisi cette invitation à la rencontre. En ce moment où la liberté académique est remise en cause et où l'éclairage qu'apportent les sciences, y compris les cris d'alarme qu'elles nous lancent, sont trop souvent ignorés, je suis heureux de vous accueillir ici au cœur d'une des institutions où se joue l'avenir des Européens. Lancé après 2 conflits mondiaux qui ont profondément meurtri notre continent, le projet européen demeure d'une importance vitale pour nous tous. Cette première tentative d'une démocratie transnationale repose sur une double conviction. Seul le dialogue et la négociation nous permettront de vivre ensemble pacifiquement. Et s'ils n'agissent pas ensemble, les Européens seront incapables de faire face aux défis environnementaux, sociaux, démocratiques, mais aussi géopolitiques de notre temps. Pour résumer, il ne s'agit plus seulement de garantir la paix, mais aussi de reconquérir notre souveraineté collective. Ce projet est pourtant remis en cause de manière directe et brutale par les insurrections nationales populistes. Il est aussi par de trop nombreux représentants de familles politiques traditionnelles qui, peu à peu, adoptent les postures, le langage et les politiques des nationaux populistes. Viktor Orban, avec qui nous débattions en plénière cette semaine, en est l'exemple le plus extrême. Mais ne nous y trompons pas. Il n'est pas seul à être tenté par cette dérive dans sa famille politique et au dehors. Plus nombreux encore sont ceux qui, par leur choix politique, sur des questions aussi diverses que la fiscalité, la politique sociale ou les migrations, affirment implicitement préférer le chacun pour soi à l'agir ensemble. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi un nombre croissant de nos concitoyens sont-ils devenus sceptiques, indifférents, voire ouvertement hostiles à l'Union européenne, alors que sa nécessité n'est jamais apparue aussi brûlante? L'hypothèse qui me semble la plus plausible est celle-ci. Depuis une trentaine d'années, l'Union semble graduellement devenue le véhicule de l'adaptation forcée de nos pays à la mondialisation néolibérale. Une mondialisation qui a servi la nature et les humains, c'est-à-dire la vie même, à la seule logique du profit à court terme de quelques-uns. Et c'est là que j'en arrive au cœur du message que je veux, comme responsable politique, adresser à vous tous, représentants éminents et membres de la communauté académique. Pendant des siècles, les églises chrétiennes ont fourni aux détenteurs du pouvoir politique et économique la justification morale de leur pouvoir. Aujourd'hui, elles ont été remplacées par une autre église, servie par un autre clergé et armée d'autres dogmes. Selon elles, les êtres humains seraient mus par la seule maximisation de leur fonction d'utilité, c'est-à-dire de leur avantage personnel. Dans cette fonction n'entrerait en compte que ce qui a un prix, le reste étant par définition sans valeur. Pour faire ses choix, chaque être humain aurait accès à toute l'information et il serait capable d'évaluer tous les futurs possibles et affecter à chacun d'entre eux une valeur. Ensuite, la mise en concurrence libre et non faussée de tous avec chacun sur le marché produirait évidemment l'optimum pour chacun des participants, la société n'existant que comme somme des individus. Le marché serait naturellement efficient car totalement transparent et mu par la seule mécanique de l'offre et de la demande qui toujours, comme vous le savez, s'équilibre. Une belle mécanique qui ne pourrait qu'être perturbée par l'action de l'État car celui-ci, à la différence des individus, allez savoir pourquoi, serait incapable de faire des choix rationnels. Dans ce monde, la monnaie serait neutre, simple lubrifiant des échanges, ce qui permet évidemment d'ignorer la finance. De son côté, la nature serait une source illimitée de ressources et une poubelle de taille également illimitée. Les lois de la nature pourraient être ignorées par la grâce miraculeuse du paramètre progrès technologique et les limites de la nature traitées par la simple affectation d'un prix à chaque ressource. Enfin, la complexité du monde pourrait être réduite à un modèle dans lequel tous les individus se fondraient dans l'acteur économique représentatif et rationnel,
Un modèle duquel, évidemment, tout élément perturbateur aura été par construction éliminé. Selon ce modèle d'équilibre général, toute déviation ramène automatiquement à l'équilibre. Les crises financières sont impossibles. La théorie économique en serait même arrivée à découvrir, paraît-il, les lois déterministes selon lesquelles nos sociétés fonctionnent, à l'instar de celles de la physique qui régissent la nature. Vous aurez reconnu, mesdames et messieurs, les éléments principaux de la théorie économique néoclassique, enseignés dans l'immense majorité des facultés de sciences économiques, des écoles de commerce, mais aussi dans tous les cours d'économie de base enseignés aux non-spécialistes. C'est cette théorie qui fournit le soubassement, j'ose le dire, pseudo-scientifique, à l'idéologie néolibérale. Pseudo-scientifique parce que la réalité la dément presque en tout point. Non, les êtres humains ne sont pas mus par leur seul intérêt et pour eux, bien des choses ont de la valeur qui, justement, n'ont pas de prix. Non, il n'est possible à aucun être humain de calculer tous les futurs possibles et de leur affecter une préférence. Le futur a ceci de particulier qu'il nous surprend toujours. Non, les marchés ne sont pas naturellement efficients, car jamais totalement transparents et la concurrence n'y est jamais totalement libre et non faussée. Non, les pouvoirs publics ne sont pas inévitablement nuisibles à l'optimum. Non, bien sûr, la monnaie n'est pas neutre. Et oui, la finance joue un rôle absolument crucial dans le fonctionnement ou le dysfonctionnement de l'économie. Non, la nature n'est pas sans limite et ses lois ne peuvent être ignorées. La technologie ne peut pas tout. Non, les modèles économétriques classiques ne sont pas capables de refléter l'économie telle qu'elle fonctionne réellement. Mais qu'à cela ne tienne, la théorie néoclassique ne se veut pas explicative, mais performative. Il ne s'agit en effet pas pour elle de décrire et de comprendre nos sociétés, mais de leur prescrire la seule manière de fonctionner. C'est elle qui justifie les fameuses réformes de structure imposées en Europe depuis des décennies, réduction du rôle des pouvoirs publics et des mécanismes de solidarité, flexibilisation du marché du travail, réduction de la fiscalité, en particulier pour les détenteurs de capitaux et les entreprises, dérégulation des marchés, traité de libre-échange visant à mettre en concurrence les systèmes réglementaires, fiscaux et sociaux, de manière à réaliser enfin l'avènement du grand marché mondial. Et si toutes ces réformes ne donnent pas encore le paradis sur Terre, ce n'est pas parce qu'elles seraient erronées, mais parce qu'on ne serait pas allé assez loin dans leur mise en œuvre. J'en appelle à vous tous, responsables académiques, à vous saisir de cet enjeu majeur. Il vous appartient de soumettre l'enseignement et la recherche en sciences économiques au libre examen de la pensée critique, en les confrontant au réel. Les Lumières n'ont pas libéré nos sociétés de la chape de l'argument d'autorité brandi pendant des siècles par les églises pour qu'elles se soumettent aujourd'hui à celui de la théorie économique néoclassique. Il est temps de rendre sa noblesse à la science économique une science humaine. Pour cela, nous avons besoin de rendre toute sa diversité à la recherche et à l'enseignement pour qu'enfin nous sortions de cette pensée unique. Une pensée unique dont l'ultime rejeton sont les insurrections nationales populistes qui pourraient bien, si nous n'y prenons pas garde, emporter nos démocraties. Je vous remercie.